Quand dans une réunion d'amis, un cocktail, une réunion de famille même, rentre un chirurgien orthopédiste, personne ne craint de sortir plâtré. Et s'il rentre un gynécologue, je suppose qu'aucune femme ne craint d'être examinée. Par contre, si c'est un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Oh, vous savez, Jocelyn, il est psychanalyste. Ah, alors il faut faire attention. » Faites attention, et ce « faites attention » est associé à un petit sourire en coin. Alors que nous sommes là comme les autres pour dévorer des canapés, ce qui nous change un petit peu de la pratique de tous les jours, et non pas ni pour tester, ni pour détester nos amis que nous rencontrons avec plaisir. Donc cette crainte, cette mise en garde et ce sourire en coin en même temps est tout à fait révélateur de ce qu'est le secret dans la psychanalyse. Parce qu'on veut ce secret, on met en garde contre cette découverte éventuellement d'un secret qu'on ne voulait pas révéler, mais on a tellement envie qu'on nous révèle notre secret. Donc c'est un petit peu de ça que je vais parler, c'est cette ambivalence que révèle ou qu'exprime la psychanalyse, cette discipline, cette science, cette pratique qui s'occupe de secrets et qui s'oppose à un profond désir ou réluctance, une hésitation à révéler ce secret. Et vous savez très bien que si l'on veut qu'un secret soit, si on veut qu'une information soit largement diffusée, il suffit de dire que c'est un secret et ça passera très très vite. Donc ce dont je vais essayer de vous parler dans les quelques minutes qui m'ont été attribuées, c'est les craintes du grand public vis-à-vis de la psychanalyse, les craintes du patient en analyse, les craintes des psychanalystes eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes, les craintes des femmes vis-à-vis de la psychanalyse et vice-versa, les craintes des psychanalystes vis-à-vis des sociétés de psychanalyse, et enfin, les craintes éventuelles des religions vis-à-vis de la psychanalyse et vice-versa. Et tout ça en 17 minutes 36 secondes. Alors, quelles seraient les craintes de la société? C'est cacher et savoir en même temps, le secret pour être connu, l'ambivalence vis-à-vis du savoir et du secret. Le psychiatre ou le psychanalyste est supposé savoir sur nous ce que nous désirons et craignons de savoir. Les explications qui confrontent le sujet à son destin l'inquiètent davantage que celles qui le transforment en chose dans d'autres théories dont le professeur Pommier a parlé précédemment, le behaviorisme, le conditionnement, etc. La soif de vulgarisation de la psychanalyse est celle de l'ésotérisme, et plus c'est incompréhensible, et plus ça fascine. Voir par exemple Lacan. L'homme de la rue redoute le psychiatre comme il redoute le malade mental. Eliane Amado Lévy-Valency disait « Les bonnes gens n'avaient aucune envie qu'on leur dise que leur inconscient connaissait des désirs sexuels non admis au niveau de leur claire conscience. » Alors comme il faut citer Freud, en septembre 1909, Freud est invité à donner une série de conférences aux États-Unis d'Amérique à la Clark University. C'est à cette occasion qu'il aurait fait à Jung et à Ferenczi la confidence devenue célèbre. Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Qu'avait-il en tête en qualifiant ainsi son école? Outre les commentaires officiels sur cette phrase, chaque analysant a dû y apporter ses propres associations, plus ou moins libres, selon les phases de son transfert. Sexualité infantile, inconscience, perte du contrôle de soi. Il a bien dit, l'inconscience est le mal en nous. La psychanalyse, c'est aussi la destruction des illusions de l'innocence infantile, de la bonne conscience, de la moralité innée de l'homme. Alors je vais essayer d'examiner ces craintes à travers 3 domaines dans ce paragraphe sur la société en général. Plus dangereux encore pour le grand public est le pseudo-savoir, ce qu'on appelle la psychanalyse sauvage. Il y a 100 ans, même moins, 70 ans, 60 ans, quand quelqu'un arrivait en retard à un rendez-vous, ou même n'était pas arrivé du tout, ou n'avait pas répondu aux attentes, on appelait les services d'urgence, on appelait la police, on se demandait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, non. Quand enfin on le voit, il dit « Ah, tu étais ambivalent quant à notre rencontre. Sans doute ton inconscient pensait à autre chose que de venir. » Et tout ça est dit sur un ton péremptoire, son retard, son absence, ses malaises, ses erreurs, ses gribouillages sur sa serviette en papier, tout ça, ah oui, tu as dessiné la tour Eiffel, c'est un symbole phallique, n'est-ce pas? Or, tout acte
n'est pas forcément un acte manqué. Les poteaux télégraphiques et les cigares sont des poteaux télégraphiques et des cigares, même s'ils peuvent symboliser parfois autre chose. Et je me souviens de cette phrase de mon maître et ami, le professeur Serge Bovici, qui m'avait dit une fois, toute la psychanalyse, c'est E-E-T. Je dis quoi, E-T, c'est tout ça la psychanalyse? Oui. La psychanalyse, c'est cette conscience, cette science, cette compréhension qui dit que toute chose est d'abord elle-même et tout ce qu'elle évoque, tout ce qu'elle symbolise, tout ce qu'elle peut réveiller en nous selon notre propre histoire, notre propre conscience, notre propre éducation, tout ce qu'elle peut révéler, mais ne pas oublier que c'est aussi l'objet lui-même. Donc le droit à interpréter et le droit à l'interprétation est réservé d'abord à ceux qui le demandent et qui payent pour, qui demandent ce droit à s'introduire, presque à violer leur secret intérieur, parce qu'ils en ont un besoin, on pourra en discuter, et seulement ceux qui ont appris à le faire, qui ont appris à le faire à travers leur propre expérience intérieure, et non pas tout un chacun qui dit « Ah ouais, toi tu penses que, tu voulais sans doute me dire que, etc. etc. » Et cela se détruit les relations humaines. C'est pour ça que je l'introduis ici comme crainte, parce que la psychanalyse, dans ce sens, cette pseudo-psychanalyse, vulgarisation de la psychanalyse, a détruit, dans certains cas, les relations humaines. On ne peut plus se permettre, on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ah oui, tu dis ça parce qu'inconsciemment tu penses que... » etc. Le deuxième domaine où il faut faire acte de prudence, c'est les abus de la psychanalyse dans les domaines qui ne sont pas les siens a priori. Les arts, la littérature, la politique, qui a été évoqué tout à l'heure, la sociologie. Freud était très préoccupé par la violence sociale, par les guerres, par les phénomènes historiques, voire Moïse et le monothéisme ou le malaise dans la civilisation. Quelqu'un avait dit dans les années 60, si vous vous souvenez, « Donnez-moi Kennedy et Khrouchtchev en psychanalyse, il n'y aura plus de guerre dans le monde. » Bon, je vous laisse commander, vous vous souvenez. Les nombreuses études de psychohistoire, les analyses de biographie post-mortem, mais aussi espoir, grâce à la psychanalyse, de mieux comprendre et contrôler les mouvements sociaux. Peut-être celui-là, pourquoi jaune? Pourquoi les gilets doivent-ils être jaunes? Prudence entre éclairage enrichissant de ces domaines du savoir et de leur appropriation. Éviter l'abus de pouvoir supposé ou autoproclamé des psychanalystes ou de la psychanalyse dans des domaines où il ne peut y avoir que des intuitions, des propositions, des suppositions. Et abandonner ce ton péremptoire, ça veut dire que si... enfin, vous connaissez toutes ces études de psychohistoire où l'on étudie la psychologie de Napoléon, de Moïse, enfin n'importe qui, de Jésus, de tout un chacun. Et on dit sur un examen clinique, pour le moins très restreint, et on vous fait toute une analyse. Le troisième domaine qui me semble beaucoup plus grave et qui était un petit peu évoqué, je crois qu'on en parlera encore après, c'est dans le domaine de l'élevage et de l'éducation des enfants. À mon sens, une mauvaise compréhension de la psychanalyse a amené à une attitude vis-à-vis des enfants dans leur développement, à une absence de limite, à un individualisme à outrance, lui permet les droits sans les devoirs. Et cela, c'est vraiment c'est les dégâts de la psychanalyse. C'est-à-dire que si l'enfant dit « si j'en ai envie, j'en ai le droit », ce qu'on a défini comme le droit pulsionnel. Le pauvre petit, il aime sa maman et agresse son papa, laissons-le perlaborer son Oedipe. C'est caricatural, je le sais, mais je sais aussi en tant que pédopsychiatre les méfaits de ces attitudes pseudo-analytiques qui se targuent de comprendre l'enfant en le laissant s'exprimer dans le flot de ses pulsions et de ses faiblesses. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis consultant dans une institution pour jeunes adolescentes délinquantes qui ont subi les pires choses qu'on peut imaginer, les abus sexuels, la drogue, la prostitution, l'alcoolisme. Et une, au cours de son développement, dans cette institution où je vais toutes les semaines, me dit « Ah, si mes parents ne m'avaient pas laissé tout faire comme je voulais, j'en serais pas là aujourd'hui. » Et cette phrase, je l'ai entendue un certain nombre de fois dans mon travail. Et ce tout faire, ce tout laisser faire, se cache parfois, pas dans tous les cas, derrière une attitude, oui, le pauvre petit, il doit s'exprimer, il doit se... Et on ne comprend pas que percevoir et vivre les frustrations est un élément fondamental dans le développement de la créativité
et de développement correct de l'enfant vers sa vie d'adulte. Donc, on peut comprendre la psychanalyse, mais son application dans certains domaines doit être très prudente et s'asseoir sur des réalités et pas laisser tout faire. Alors, le deuxième chapitre. Quant aux craintes du patient en psychanalyse, le personnage du psychanalyste est investi d'affects ambivalents et contradictoires et toujours démesurés. L'homme a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois en quête d'une parole et se bouchant les oreilles dès que cette parole surgit. On vient et on paie cher une psychanalyse, on y développe des résistances qui font faire que la faire durer encore plus longtemps et donc plus cher. C'est cette contradiction intérieure qui se passe dans la psychanalyse et qui peut être un danger pour le patient. Donc c'est un entrelac de résistance, de fascination. L'homme déteste se voir tel qu'il est, il va découvrir l'ange et la bête qui est en lui, et donc il essaie de repousser cette prise de conscience, sinon le plus possible, en tout cas phase après phase, et c'est dans ce sens que le travail du psychanalyste est important. On ne peut affirmer que ces patients n'ont rien à craindre, car une psychanalyse, comme je suppose beaucoup d'entre vous le savent, sinon tous, n'est pas une partie de plaisir. Elle peut avoir des phases très douloureuses et nous connaissons des amis et des analysants qui se sont suicidés au cours de leur psychanalyse, confrontés à des phases dépressives particulièrement douloureuses et difficiles. La mise en scène elle-même, le setup lui-même, induit la régression qui éveille des craintes. Il ne faut pas qu'il y ait un protocole fixe de la cure et de la séance, qui doit s'adapter à chaque instant, à chaque patient. Cet inconnu aussi, comme tout ce qui est inconnu, éveille des craintes. Lessing disait, si quelqu'un dans certains événements ne perd pas la raison, c'est qu'il n'en a pas à perdre. Le risque pris à tout instant d'entendre la parole et la demande de l'autre qui comporte pour notre propre parole et notre propre demande le risque de se perdre, mais aussi la chance de s'accomplir. Tout en étant le moteur de la cure et indispensable à son développement, le transfert comporte aussi des dangers qui lui sont inhérents. Attachement réel et non fantasmé, comme il prétend l'être, passage à l'acte, crainte de perte supposée de liberté, parfois à la limite d'une pensée psychotique qui aurait perdu son sens critique de la réalité. Alors, je ne vais pas parler des indications de la psychanalyse, je n'ai pas le temps maintenant, mais ce que je voulais plus ou moins restreindre, mais je veux mettre l'accent sur le savoir-faire du thérapeute identifié comme tel. Pour moi, il est fondamental, et je crois que Freud aussi, en exigeant que ce soit des médecins qui soient psychanalystes, les choses ont changé, mais la fonction thérapeutique de la psychanalyse est pour moi une importance éthique, importance morale fondamentale, car nous sommes confrontés à des personnes qui sont venues demander une aide pour un mal-être de différentes façons, et c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est d'être aidés, c'est d'être, sinon guéris, en tout cas apaiser leur souffrance, et non pas seulement remuer tout un passé, l'analyser au plus profond, mais toujours à l'écoute de phases dépressives, de décompensations parfois psychotiques, et notre responsabilité de thérapeute est fondamentale dans ce sens. Un mot sur les craintes de la femme vis-à-vis de la psychanalyse. Pour Freud, la femme est, je cite, la grande inconnue qui est quand même un être humain. Eh oui, eh oui. Lieu de crainte et d'évitement ou donc de domination par peur d'être dominé par elle. Freud se comporte vis-à-vis de la femme, écoutez bien, comme l'antisémite vis-à-vis du juif. Il dit lui-même que lorsqu'il veut faire un compliment à une femme, il lui dit « Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes tout à fait comme nous ». Comme si elle devrait ou voudrait seulement être comme les hommes pour être parfaite. Et là, ces phrases sont graves, hein, on peut en sourire, mais les violences faites aux femmes découlent de telles positions, découlent de telles choses qui voient la femme quand même comme un être humain, certes, mais pas comme les autres. Et Freud, en découvrant ou en décrivant l'envie du pénis chez la femme, oublie de parler aussi de l'envie de l'utérus et l'envie de grossesse chez l'homme, qui n'est pas moins prenante. Dieu merci, grâce à des femmes psychanalystes comme Hélène Deutsch et Saskia Smirguet ici en France, et les livres et les congrès sur ce problème, les choses sont différentes, et je vois que dans cette assemblée, il y a nettement plus de femmes que d'hommes, ce qui est une chose positive. Maintenant, les craintes que pourraient avoir les psychanalystes vis-à-vis d'eux-mêmes.
On a parlé, on connaît la psychanalyse didactique. En fait, elle n'est pas moins thérapeutique que les autres. Elle améliore certes la personne du futur psychanalyste dans la plupart des cas, mais elle risque aussi, dans l'immense majorité des cas, de lui faire adopter une certaine attitude, un mode de parler, de relation qui a fait qu'en France, on a décrit le syndrome de Parkinson post-analytique, c'est-à-dire une rigidité de pensée, une rigidité de parole, un pensée très lent. Je prends cela, ça c'est dans mon temps. Là, je parle doucement pour exprimer la pensée. Hein, on pourrait parler aussi de constipation para-analytique. Cette difficulté de faire très attention à ce qu'on dit, de ne pas révéler, etc. Enfin, vous savez tous de quoi je parle. Vous fréquentez vous aussi les sociétés de psychanalyse. Il y a là ce fait plusieurs facteurs, mais faut-il prendre tous les facteurs à la lettre? C'est bien dommage et surtout pas nécessaire de se prendre trop au sérieux le complexe de l'élection du psychanalyse. Il, elle comprend tout, a tout compris, explique même ce qui ne le regarde pas, mais tout le regarde. Ils en font une identité alors qu'elle est une recherche. Mais quelle est cette tentation, le désir du psychanalyste à le devenir et pas d'autre? Son contre-transfert précède le transfert de ses patients. Son désir de traiter, de guérir, de pénétrer une histoire qui n'est pas la sienne et qui peut l'éclairer sur sa propre histoire. Donc à la fois curiosité scientifique et difficulté personnelle, et le narcissisme psychanalytique a pris un sacré coup ces 30 dernières années aux USA, en Israël, peut-être en France aussi, je ne sais pas. Enfin, les craintes que pourraient avoir les psychanalystes vis-à-vis des sociétés de psychanalyse. Créer une société de psychanalyse serait pour moi un oxymoron. C'est une contradiction ontologique. Les sociétés sont là pour synthétiser, pour mettre ensemble et parler à notre choix, alors que l'analyse doit analyser. Elle doit prendre des éléments et les développer et aller plus loin encore. Les sociétés ferment, l'analyse doit ouvrir, voir les scissions répétitives et intempestives. Et ces sociétés figent la psychanalyse. Tout groupe qui tient à préserver son originalité développe des mécanismes de défense qui le rendent suspicieux aux yeux de ceux qui voulaient le connaître. Et pour moi, c'est une ineptie, sinon un crime intellectuel, de ne pas intégrer les sciences du cerveau dans la formation psychanalytique. Pourquoi une société internationale de neuropsychanalyse a été créée il y a une quinzaine d'années, en dehors de l'Association internationale de psychanalyse, et non comme une de ses fonctions intégrales? J'ai écrit ça avant. Je salue avec respect le professeur Gérard Pommier, ici présent, qui est un des rares pionniers, en tout cas en France, à éclairer par la psychanalyse les sciences du cerveau et vice-versa. Et Freud disait le roc biologique viendra un jour où les sciences biologiques contrediront notre théorie. C'est-à-dire tout à fait ouvert à la psychologie et dans un développement en même temps. C'est-à-dire essayer d'abandonner cette dichotomie entre le monisme et le dualisme, cette dichotomie en disant ou bien c'est organique ou bien c'est mental. Mais c'est dans un sens, ce dont nous nous occupons, ce sont les fonctions mentales du cerveau. Ajuria Guerra, que peut-être certains d'entre vous ont connu, disait « tout est dans le cerveau et rien dans le réel ». Les neuroscientistes le disent, ils disent que tout est dans le cerveau, les pensées, les rêves, les tendances, etc. Et nous pensons que, sans doute, le cerveau est indispensable à toutes les fonctions psychiques. Le problème, la question qui est à la fois philosophique, théologique, médicale, de recherche scientifique, est-ce qu'en dehors, est-ce que le cerveau fonctionne par lui-même ou bien est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'extérieur que l'on nomme l'âme, l'esprit, etc., pour justement exécuter toutes ces fonctions. J'en ai parlé dans un article que j'avais appelé « Les fantasmes cérébraux ». Mais la condition de crédibilité, justement, de la psychanalyse pour s'introduire, et M. Pommier en a parlé tout à l'heure, ça, à mon sens, la condition de crédibilité pour qu'elle soit acceptée par le grand public serait justement qu'elle sache examiner aussi les autres modes d'approche de la santé mentale et du fonctionnement psychique et ne pas se mettre à part ou en opposition, même dans des situations comme l'autisme, comme les troubles de l'apprentissage et dont je m'occupe spécialement. Et il faut être quand même très prudent de savoir des choses qui se font. Il y a un certain nombre de patients qui, arrivés à l'approche de la vieillesse, la vivent comme un deuil, comme une difficulté, et en même temps avec une incontinence qui peut-être peut être aidée par la psychanalyse, mais en tout cas, une demi-heure après une prise de Viagra, ça va quand même beaucoup mieux. Donc les psychanalystes doivent savoir aussi qu'il y a d'autres choses. Et vous parliez tout à l'heure des cyclotimiques.
il y a une différence entre être cyclotimique, où nous sommes, vous dites, nous tous, en tout cas beaucoup d'entre nous cyclotimiques, et les bipolaires, qui est quand même un trouble de fonctionnement très grave et très invalidant pour la personne. Enfin, je dirais un mot, pour terminer, sur les craintes des religions. Il y aurait danger éventuel pour qui ne fait de sa religion qu'un culte et non une réflexion relationnelle avec la ou une transcendance. Le propre de l'acte compulsionnel, comme Freud désignait les cultes, est d'être égo-dystonique, alors que le respect des commandements religieux n'a de valeur que s'il est égosyntone. Il fait partie de la personnalité de l'homme. Les interprétations fallacieuses et totalisantes faisant des croyants des êtres faibles en quête d'un Père tout-puissant et des athées des narcissistes imbus de leur personne, ces interprétations ne tiennent pas la route des études épidémiologiques sérieuses, encore moins de l'expérience humaine journalière. Alors, ce serait danger peut-être pour qui fait de la psychanalyse une religion, dévotion à Freud, le citant, défendant son honneur, ce que j'ai fait tout à l'heure aussi. Donc, trouver un équilibre. Pour ne pas conclure, différente de la peur qui oblige à la fuite ou à la confrontation au danger, la crainte y prépare, stimule la créativité pour une meilleure vitalité. La psychanalyse est par définition interminable, comme l'est la recherche scientifique, et encore plus comme étant recherche du sujet qui à chaque fois un autre. Il eût fallu, pour compléter honnêtement cette présentation, parler des bienfaits et des apports de la psychanalyse à la société, aux patients, aux analystes, aux femmes et aux religions. Je l'eus fait avec plaisir, mais le temps presse, j'ai déjà dépassé. Je laisse cela à mes éminents collègues qui ont fait « Ah, encore une note ». Vous vous souvenez, je vous ai dit au début, quand un psychanalyste rentre dans une réunion comme ça, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, faites attention hein ». Alors une fois, je vais raconter une petite histoire. Une fois, j'avais donné ma voiture à réparer, et à la fin, le garagiste, le mécanicien, fait un petit tour avec la voiture pour savoir si la réparation est correcte. Et arrêté à un feu rouge, il me dit, docteur Attab, vous entendez la voiture qui est stationnée à côté de nous? Non, pas spécialement. Vous n'entendez pas, il y a un petit cliquetis comme ça. Eh bien, c'est la troisième soupape qui n'est pas synchronisée avec les autres.